J'espère que c'est bon cette fois. Oui, Estèche. Oui, mais je ne vous vois pas.
Bonjour, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suppose que vous m'entendez. Moi, je ne vous entendais pas. J'avais un problème de connexion. Je pensais que c'était général. OK. Alors, bonjour et merci à nos cultures et à toute l'équipe qui nous permet de discuter aujourd'hui d'un thème intéressant et fondamental pour la promotion des arts et de la culture en Afrique. Le forum culturel que vous suivez tous les samedis pour nos cultures aborde aujourd'hui un thème très intéressant qui est comment le financement public des arts et la culture peut-il être optimisé pour soutenir la création et la diversité culturelle. Pour aborder la question, nous sommes entourés de, il n'y a pas dit des plus grosses têtes en la matière en Afrique, en tout cas en Afrique de l'Ouest pour la plupart. Et je vais commencer par vous les présenter. Celui que je vous présente en premier lieu, c'est M. Damien Mouzon. Damien Mouzon est entrepreneur social, bénino-rwandais, promoteur Aïna Think Tank, un laboratoire d'idées panafricaines pour la promotion du développement durable à la base. Diplôme de master en gestion de l'innovation sociale de l'université américaine Amani en 2014, Damien Mouzon a parcouru la plupart des pays en Afrique et en Asie et en Europe. C'est donc l'homme qu'il nous faut pour discuter des problèmes qui concernent non pas seulement un pays, mais l'ensemble des pays africains et peut-être même sur le plan plus international. À côté de lui, nous avons un autre frère qui s'appelle Tougouma Alphonse. Tougouma Alphonse est inspecteur du Trésor et titulaire d'un master en management des projets de l'Université Senghor d'Alexandrie. Il a été le premier directeur général du Fonds de développement culturel et touristique du Burkina Faso. Il a rompu des questions du financement de la culture au Burkina Faso. Et depuis 20 ans, il a été chef comptable et directeur de l'administration et des finances avant d'occuper son poste actuel au Trésor. Il a été aux côtés des experts culturels, un de ceux qui ont œuvré à la réalisation des grandes infrastructures culturelles, à la proclamation des THV, à l'inventaire du patrimoine culturel matériel et immatériel, bien entendu, la mise en place du Fonds de développement culturel et touristique du Burkina Faso. Il est actuel point focal du Fonds africain pour la culture au compte du Burkina Faso. Comme aujourd'hui, il a animé plusieurs conférences et panels à travers le monde et surtout sur les questions de financement. Et grâce à son leadership, et le FDCT a eu confiance de plusieurs partenaires. Il va intervenir aujourd'hui sur ces aspects-là. Le dernier, qui est mon frère, que j'ai laissé en dernière position, parce qu'il est mon frère et il est plus proche, il est Malik Kébé. Beaucoup de gens le connaissent. Malik Kébé est comptable de formation, mais un très grand amoureux de la culture. Depuis 2017, il est directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture. Kébé a plus de 25 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur culturel et manager d'artistes et producteur de musique en République de Guinée. Il est le fondateur du premier festival de rap africain dans la sous-région, Rap aussi. Voici donc présentés les experts avec lesquels nous allons discuter ce matin. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique, à travers le monde entier, nos cultures et le forum culturel. Donc, je vais de vous présenter brièvement les intervenants. Je vais passer la parole aux uns et aux autres. D'abord à monsieur Mouzon. J'ai failli dire Damouzon, excusez-moi le terme. À monsieur Mouzon, et de dire quelque chose de plus sur ce que je viens de dire et surtout de dire quelle est son expérience en plus de ce que je viens de dire.
Merci beaucoup, Monsieur Mouzon, vous avez la parole. Bonjour, chers frères, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir... Bonjour. J'espère que vous m'entendez et je suis content quand même de pouvoir me joindre à mes aînés, si vous me permettez le terme, et de pouvoir partager ces moments ensemble d'échange. C'est vrai que beaucoup d'aînés, je n'ai pas pu les voir comme je les vois actuellement, sauf entendre parler d'eux sur ce qui se fait à travers l'Internet. Et je suis quand même reconnaissant aux frères Estache de pouvoir quand même nous réunir autour de cette table pour pouvoir discuter des questions souvent oubliées. Je pense que moi, je vis actuellement au Rwanda. C'est vrai que je bouge un peu dans la sous-région, mais en venant ici, l'ampleur qu'avait l'art au Rwanda, ce n'est pas le même actuellement pendant que nous sommes en train de parler. Quand je venais dans ce pays il y a environ une dizaine d'années, il n'y avait même pas pratiquement un ministère spécifique pour l'art, mais actuellement, il y a des ministères pour l'art et ils font quand même l'effort de mettre les artistes en avant, d'organiser des forats, des rencontres. Et le gouvernement, vous sentez qu'ils sont maintenant impliqués à financer directement l'art. J'avais pensé à leur ministre de l'art ici, quand on était en train de préparer cette émission. Je me dis, bon, peut-être prochainement, quand je vais faire les liens proprement, peut-être qu'elle aussi pourra intervenir en tant que personne du secteur public qui pourrait aussi donner son avis. Mais du moins, ce que moi, je peux partager en tant qu'observateur objectif sur le terrain, je pense que pour cette fois-ci, je donnerai ma position pendant les échanges par rapport à ce que j'observe, non seulement ici dans le pays où je suis actuellement basé, mais comme je tourne autour du continent, je donnerai aussi mon avis par rapport à ce que nous pouvons faire de mieux pour qu'on puisse financer notre art en Afrique et que ça ne soit pas quelque chose qui soit regardé comme les artistes sont peut-être laissés pour compte, et c'est vraiment dommage parce que c'est une économie qui pourrait quand même nous aider à sortir notre continent de l'état dans lequel cela se trouve actuellement. Donc, je vous remercie pour votre considération et nous sommes ensemble jusqu'au bout. Merci, M. Mouzon, merci beaucoup. Et nous allons laisser la parole à M. Tougouma. Tougouma, au niveau du Burkina Faso, nous avons tous entendu parler, nous savons tous qu'en matière de financement de la culture, le Burkina a peut-être un pas ou deux pas en avance sur certains pays. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques minutes l'expérience du Burkina et qui pourrait peut-être être partagée par d'autres pays? Merci. C'est d'abord remercier nos cultures. Monsieur Tougouma. Oui, merci. Vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? Oui, allô? Oui. Ouais, d'accord. Ben, merci pour l'initiative et merci. Oui, je vous entends, oui. Merci à tous les copanélistes. Oui, ça se coupe, mais je vous entends. Merci à tous les copanélistes. Oui, allez-y. Merci à tout le monde. Merci à tous les copanélistes. Merci pour cette initiative. Effectivement, il faut se dire qu'au niveau du Burkina Faso, nous pouvons dire que quand même depuis 2011, il y a eu... Votre connexion est un peu instable. Ah bon, hein? Ah bon, vous passez à quelqu'un d'autre. Oui, vous passez à quelqu'un d'autre. Vous passez à quelqu'un d'autre et puis je vous reviens. Passez à Malik et je vais essayer une autre solution. Vous passez à quelqu'un d'autre, je vais essayer quelque chose. Donc, vous passez à Malik. Je vais essayer de me connecter sur autrement. Dougouma, tu m'entends? Oui, moi je vous entends. Moi, je pense que le problème, c'est sa connexion, pas la nôtre. Exactement. D'accord. C'est au niveau du fraisier, oui, parce qu'on arrive à vous entendre. Je ne sais pas pour l'audience, mais on arrive à vous entendre. Oui.
qui est... On passe à télé, je vais me connecter avec autrement. Un doyen en matière de gestion de fonds pour le financement, les financements publics. Monsieur Malik Kébé. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je voudrais commencer d'abord par remercier nos cultures qui, aujourd'hui, à travers ces panels, permettent de transmettre notre petite expérience, non seulement à la nouvelle génération, mais également contribuer au développement du secteur de la culture en Afrique. Je suis directeur du Fonds de développement des arts et de la culture de Guinée. Ce fonds a été créé en 2007 et depuis sa création jusqu'à nos jours, nous avons quand même pu réaliser un certain nombre de projets, entre autres la formation des acteurs culturels dans le cadre de montage de dossiers de financement, mais également le financement d'un certain nombre de projets. La présence du fonds aujourd'hui en train de donner une autre dimension à notre culture, car elle permet de participer et de financer la mobilité des artistes et des hommes de culture, voire même des journalistes, à plusieurs rencontres régionales, voire même internationales. D'ailleurs, nous sommes actuellement précisément à l'île Saint-Denis pour participer à la station Afrique que le maire de l'île Saint-Denis a mis en place dans le cadre de la promotion culturelle pendant ces Jeux olympiques. Et donc, le fonds n'a ménagé aucun effort pour accompagner une vingtaine d'artistes qui sont venus de la Guinée pour venir faire 2 jours de prestations et mettre en avant également notre patrimoine culturel. Je veux parler ici de la Ghana, mais également les arts de... Encore une fois de plus, merci pour cette invitation. Et vous m'entendez? Oui, oui. Est-ce que vous entendez une musique qui sonne, qui passe là? Exactement. Notre frère doit avoir un souci par rapport à l'Internet. Je crois. Oui, donc je pense que... Moi je... le frère Alphonse essaie de se reconnecter. Oui. Non, Alphonse est déjà là. C'est pas Alphonse, oui. Je crois que ça doit être Zier qui a un souci avec sa connexion parce qu'on entend en fond sonore une musique. Allô, est-ce que vous m'entendez? Très bien. On t'entend très bien. Monsieur Zier, vous m'entendez? Justement, c'est lui qui a des problèmes, il n'arrive pas à l'entendre. Ah, on n'arrive pas plus à l'entendre. Sinon, nous trois, tout va très... OK. Là. Si Eustache, et voilà, si nous pouvons prendre le relais. Il a écrit ça dans le chat. Je crois qu'il vous demande de prendre le relais en attendant. Oui. Mouzoun, de prendre le relais. Hein. OK. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, j'espère que vous arrivez à nous entendre. Désolé pour les difficultés techniques que nous venons d'avoir. Ça fait partie des désagréments liés à ce que nous avons comme... la technologie a ses avantages aujourd'hui, mais comme la pénétration dans nos pays reste encore un grand défi, ça fait que
des fois, on est confronté aussi à ces problèmes de connexion de temps en temps. J'aimerais aussi, avant qu'on évolue, aborder un sujet peut-être qui m'est personnel. Et je le dis au nom de toute l'équipe qui s'est quand même mobilisée pour organiser cette séance, parce que le fait que nous nous soyons retrouvés sur le panel que des hommes, ce n'est pas fait à dessein, c'était un concours de circonstances. Je communique depuis un pays où c'est devenu intentionnel. Aujourd'hui, quand vous prenez le gouvernement du Rwanda, de l'Éthiopie et de beaucoup de pays actuellement, où pendant que je vous parle, c'est fait de façon à ce que s'il y a 20 ministres, c'est que systématiquement, il y a 10 ministres femmes et 10 ministres hommes. Et aujourd'hui, au Parlement, ici, nous avons quand même, on vient de voter, et les femmes sont à plus de 60% encore au Parlement. Nous sommes à une trentaine représentés à l'Assemblée en tant qu'hommes. Et je crois que quand on parle de la question du genre aujourd'hui, qui commence par être une question plus ou moins conjoncturelle, mais en même temps qui a aussi ses sensibilités, je présente juste nos excuses que ce n'était pas voulu qu'on soit seulement des hommes sur le panel, et quand vous allez voir nos prochaines prestations, nous allons quand même prendre les dispositions pour que cela puisse être quand même cette visibilité ne soit pas comme si on essayait de cacher les femmes derrière. Donc, toutes nos sœurs qui nous suivent de partout, je crois que vous comprenez notre réalité en ce moment. On ne peut que faire avec ce que nous avons pour le moment. Et pour aller dans le vif du sujet, j'aimerais retourner la parole à notre frère Tougouma, Alphonse. Lui, il est au Burkina Faso. Et c'est peut-être pas fait aussi pour choisir ces pays-là, parce que le Burkina Faso, depuis toujours, a été quand même pionnier dans les questions de l'art. Et la Guinée de Sékou Touré aussi, que nous avons aujourd'hui représenté par notre frère. Je pense que j'aurais voulu que le frère Tougouma nous parle un peu de comment l'art est financé au Burkina Faso actuellement, même si vous avez eu quand même beaucoup d'histoires liées à quand même la promotion des artistes. Nous voudrions quand même savoir, à l'heure où nous parlons, comment est-ce que l'art se finance, comment est-ce que les artistes ont de l'aide, ont de financement au Burkina Faso. Merci Damien Monzon. Il faut se dire que c'est depuis 2011 que le Burkina a commencé à un peu organiser l'économie de la culture avec la mise en place de la politique nationale de la culture, et à la faveur aussi de l'avènement de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, qui est un référentiel national que nous avons implémenté, qui positionnait la culture comme l'un des secteurs porteurs et l'un des secteurs producteurs de richesse. Donc, à la faveur de cela, donc, on a pu édicter un certain nombre de mesures, et Dieu aidant, on a eu un peu plus d'égards sur la culture, et ça aboutit à la création du Fonds de développement culturel et touristique qui a été mis en place en 2016. Et il faut se dire aussi que de plus en plus les acteurs privés, les acteurs para-étatiques s'intéressent de plus en plus au financement de la culture. Donc, il faut se dire également que depuis 2014, le Burkina Faso bénéficie d'un prélèvement sur une partie de chiffre d'affaires de fonds de téléphonie qui est reversé pour un certain nombre de secteurs. Le sport, la culture en bénéficie, et c'est quelque chose de pas négligeable. Donc, en plus du Fonds de développement culturel et touristique qui prend en compte le financement de la culture, et les politiques nationales encouragent les différents acteurs, que ce soit des acteurs du privé ou les mécènes, à investir dans la culture. Donc, il y a beaucoup d'exemples à foison. Par exemple, la Semaine nationale de la culture, il faut se dire qu'il y a un acteur, un mécène qui a mis 100 millions à l'organisation de la Semaine nationale de la culture, par exemple. C'était de l'inédit, mais c'est parce que de plus en plus, nous avons commencé à intégrer dans la culture, dans les mindsets, et ça donne une nouvelle dynamique. Les gens s'y intéressent et les gens commencent à financer. Et il faut se dire aussi que l'avènement du Fonds de développement culturel et touristique a permis aussi à ce que de plus en plus, on voit un peu le rôle
économique, surtout de la culture, à travers nos politiques. Donc, je peux dire qu'au Burkina, c'est nettement en deçà de ce que nous attendons, mais de plus en plus, il faut se dire que le financement de la culture, non seulement s'est diversifié, mais s'est aussi intensifié à travers certaines structures. Donc, actuellement, au Burkina, il y a au sein du ministère un financement direct à travers une commission. Il y a le Bureau burkinabé du droit d'auteur qui s'implique dans le financement à travers donc les ressources générées par les droits d'auteur. Il y a le Fonds de développement culturel et touristique et comme je le dis, les sponsors, les mécènes et que d'autres structures parapubliques comme la Loterie nationale. On peut citer donc la Caisse nationale la Caisse nationale de sécurité sociale. Et il faut se dire qu'il y a aussi le fait que dans le code fiscal burkinabé, il est prévu que toute entreprise peut dédier 3 pour 1000 de son chiffre d'affaires au financement des œuvres sociales, donc pour la culture. Donc, je crois que c'est un certain nombre de mesures qui sont mises en place qui, en tout cas, permet aux acteurs d'être à un niveau de financement assez amélioré depuis quelques années. Ah, merci beaucoup. Frère Malik, j'aimerais aussi savoir de votre part, au niveau de la Guinée actuellement, si l'on doit espérer, que les jeunes surtout doivent espérer peut-être qu'il y ait un financement de leurs activités, y a-t-il un ministère qui s'occupe de cela ou bien c'est au ministère des Finances et à quel niveau ça se passe et comment est-ce que cela fonctionne en réalité, le financement public surtout de l'art dans votre pays? Alors nous parlons. Alors pour répondre à cette question, je dirais que en Guinée, depuis 2010, on a mis en place le Fonds de développement de la culture, c'est un EPA qui relève du ministère de la Culture et qui était doté en 2022 dans des ressources. Ces ressources nous ont permis de pouvoir faire assez de formation et de faire appel pour. Au-delà de ça, les ressources ont également permis pour un certain nombre d'acteurs culturels de pouvoir se faire la mobilité, mais également des artistes et à des festivals partout dans le monde. Au-delà de ça, il n'y a pas de financement spécifique pour les acteurs culturels, en tout cas au niveau étatique, par le Fonds de développement. Mais pour votre information, depuis un moment, au niveau de la Guinée, nous avons effective et la collecte a commencé et cette somme doit être également de pouvoir financer. Également, nous sommes en train de travailler sur le financement de la culture. Les sociétés de téléphonie, de loterie, les sociétés de pour votre les réalité. Aujourd'hui, les acteurs culturels viennent voir. Quasiment, ils obtiennent absolument de ces entreprises pour le financement du secteur. Les acteurs culturels sont obligés de trouver leur propre coût pour pouvoir réaliser. Mais avec l'arrivée et l'avènement de remédier à cette difficulté de les acteurs en République de Guinée. D'accord.
C'est vrai que nous avions eu quelques difficultés à vous entendre. Il y a eu quelques interruptions à travers la conversation de tout à l'heure. Je crois que nous allons revenir encore sur cette question pour que nos internautes puissent quand même avoir votre perspective. Et nous, de passage, nous saluons tous ceux qui ont pu rejoindre cette communication, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le direct, d'où que vous soyez, nous vous reconnaissons et nous sommes reconnaissants aussi pour le fait que vous puissiez prendre de votre temps ce samedi pour participer à un sujet qui est parfois devenu sujet tabou dans nos pays. J'aimerais retourner encore la question. C'est vrai que pour parler de financement de l'art, il y a aussi la question de la perception de l'art et de la culture dans nos pays. Actuellement, est-ce que vous pouvez me dire, je vais peut-être retourner à notre frère Alphonse, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que la société burkinabé perçoit l'art et la culture? Quelle appréhension? Parce que je le dis, parce que dans certaines sociétés, par exemple, quand vous dites que vous êtes artiste, on considère que c'est des drogués, c'est les Rastama, Faris, c'est les gens qui sont, surtout quand c'est une société hautement censée sur des cultures qui parfois aussi, quand je parle de culture, je veux parler indirectement des religions qui parfois ont leur perception de, par exemple, quelqu'un qui fait des cheveux sur sa tête. Et normalement, l'art n'est pas défini par cela, mais la perception parfois que les gens ont de cela sur dans beaucoup de pays. J'aimerais avoir quand même votre avis sur comment elle est perçue quand on dit quelqu'un est artiste. Est-ce que c'est vraiment une bonne renommée chez vous ou bien jusque-là, il y a encore quelques difficultés? Bon, pour dire vrai, il n'y a pas de secret en la matière. Hein. La culture a été longtemps considérée comme étant du domaine de ceux qui ont raté, ceux qui n'ont pas quelque chose à faire. Donc, c'était difficile pour un parent d'admettre que son enfant va aller faire la musique ou la culture et puis plein de choses. Et même au niveau étatique, il y a quand même tout ça qui prévaut. Et je le disais d'ailleurs tantôt, c'est bien dommage que dans nos écoles professionnelles de formation, on ne parle pas de la culture, non pas seulement pour l'enjeu économique qui est évident aujourd'hui, mais même pour son rôle social. On s'en réfère chaque fois, mais on n'a jamais mis de l'importance. Et j'ai bien envie de dire que c'est parce que nous l'avons à portée de main que nous ne lui prêtons pas toute l'attention nécessaire. Je vous donne deux exemples de mon parcours au ministère de la Culture. En janvier 2005, quand je suis arrivé au ministère de la Culture, comme vous l'avez dit, je suis inspecteur du Trésor. En ce moment, j'étais contrôleur du Trésor. L'un des premiers dossiers qu'on m'a confié, c'était un déblocage de 170 millions pour permettre à des cinéastes burkinabés de présenter des films au prochain FESPACO. Et je prends le dossier avec enthousiasme et je cours vers mes collègues des finances en me disant que, bon, entre nous là, le dossier, il va aller très vite. J'arrive, nous étions confrontés l'année en question à une épidémie de méningite. Ben, j'arrive, je bouscule mes collègues. Bon, par respect, on m'écoute. Bon, mais entre-temps, il y a un qui me dit vertement, il dit, ben, écoute, votre histoire de culture, là, je pense qu'il faut d'abord nous laisser travailler. Vous valez mieux que vous avez eu à manger, vous êtes en bonne santé et que vous avez le temps maintenant d'aller chanter et puis danser. Donc, vous voyez que c'est la première perception que j'ai eue, le premier choc que j'ai eu de ma présence au ministère de la Culture vis-à-vis de mes collègues du ministère en charge des Finances. Deuxièmement, quand nous sommes allés défendre la création du Fonds de développement culturel et touristique en 2015, j'étais en ce moment le directeur de l'administration et des finances. De toutes les façons, mes collègues n'en voulaient pas. On se demandait qu'est-ce que nous-mêmes, on a besoin d'autant d'argent pour faire quoi. Et surtout qu'il y avait la question de prêts. On se demandait qu'est-ce que nous, on pouvait faire avec des prêts. Est-ce qu'on peut rembourser? Bon, du coup, on nous a renvoyés. Et à la fin, moi, on ne voulait même pas me donner la parole parce qu'il y a un conseiller technique qui ne voulait pas du tout que je prenne la parole parce qu'il s'est dit, bon,
certainement, tu es comme les autres, c'est entre vous là-bas. Ils ne savaient pas qu'est-ce que je pouvais apporter de plus comme mémoire en défense. Quand on m'a donné la parole, j'ai évoqué que en 2014, le Nigeria venait de dévancer l'Afrique du Sud pour la première fois en étant la première puissance économique de l'Afrique, et la plus-value s'est jouée sur la culture. Et je disais donc à mes collègues, si vous voulez, à la commission, que le Burkina Faso a eu cette chance-là et que nous pouvons encore nous rattraper. Le président, celui qui présidait, j'ai eu la chance même de faire un stage à ses côtés. À un certain moment, il m'a dit, mais Tougouma, il m'a tout l'air que quand tu es arrivé au ministère de la Culture, on t'a fait un lavage de cerveau. Pourquoi je souligne ça? Voilà que je leur dis quelque chose de concret. Au lieu de prendre en disant que c'est pertinent, on pense que c'est dû à un lavage de cerveau. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans la perception subjective de la culture. Sinon, un tel argument, devant des financiers, devrait quand même être assez intéressant, mais plutôt non, on a pensé que, bon, comme tu es de l'autre côté, ouais, c'est ça, c'est pour me dire, comme je suis de l'autre côté, c'est un lavage de cerveau, alors que si j'étais au sein du ministère de l'économie et de la culture, la perception allait être autre. Donc, je prends ces quelques exemples pour dire que non seulement au niveau étatique, les gouvernants et puis dans la société tout court, la culture est perçue comme étant vraiment quelque chose de second rôle. Et d'ailleurs, dans la classification de nos ministères, le ministère de la Culture se retrouve parmi les ministères sociaux. Ça veut dire des ministères qui ont besoin d'assistance, des ministères qui ne sont pas productifs. Bon, voilà un certain nombre de choses qu'il faut en tout cas voir. Et je pense que c'est la même perception un peu partout dans nos pays africains. De telle sorte que nous sommes en train, de toute façon, ça va venir dans le débat, de telle sorte que nous sommes en train de passer à côté de la possibilité de développer l'économie de la culture dans nos pays. Waouh! Et ce que vous dites est tellement touchant parce que, et ce qui m'amène, avant peut-être de passer la parole à notre frère Malik, j'aimerais peut-être ajouter peut-être quelque chose par rapport à mon travail au quotidien. Quand vous parlez de lavage de cerveau, moi j'ai décidé de restaurer les laboratoires d'idées aujourd'hui en Afrique parce que j'ai compris quelque part que l'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est qu'on n'a pas des centres de recherche, de plaidoyer et de formation même qui permettraient d'aligner nos ambitions ou même le futur du continent vis-à-vis de la préparation de l'élite et même de la classe travaillante. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où, suite à plusieurs observations et plusieurs constats, et j'ai lu que dans le passé, c'était en réalité depuis l'Afrique, le Mali et plein de pays, l'Égypte et autres, qui ont été donnés comme référence, d'où nous avions les bibliothèques, nous avions les grands cerveaux qui arrivaient quand même, après un moment de travail, les aînés arrivaient à prendre de la retraite et s'asseoir sous l'arbre ou même au clair de la lune pour quand même passer le bâton à la génération montante. Aujourd'hui, pour des raisons que nous ne pouvons pas peut-être encore légiférer là-dessus, beaucoup de nos aînés, parfois l'adage continue de dire que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle en Afrique et ça continue d'être comme peut-être quelque chose comme un jeu, mais je crois que c'est quand même dommage qu'on en soit encore à cette étape. Et c'est ce qui d'ailleurs m'avait stimulé à commencer par les laboratoires d'idées, parce que ce que font les laboratoires d'idées malheureusement aujourd'hui dans les pays occidentaux, quand ils nous l'ont volé en Afrique et qu'ils les sont appropriés, aujourd'hui ce qu'ils font c'est beaucoup plus la pensée unique, l'endoctrinement, ce que vous appelez justement cette question de lavage de cerveau, malheureusement. Alors que normalement, on ne devait pas forcément conditionner quelqu'un, mais ce que nous devions faire, c'est d'accompagner les gens selon leurs désirs, selon leurs intérêts et selon ce qui devait les intéresser. Et pour revenir, quand je travaille avec des étudiants au quotidien, ce que je remarque, c'est qu'il y a des parents, même des intellectuels, qui pensent que l'étudiant doit d'abord, pour choisir déjà les filières,
tout ce qui est lié à l'art, à la littérature et tout, c'est comme si c'est pour les fainéants. Donc, il faut envoyer l'enfant dans la science, faire des choses qui vont être tangibles selon les thèmes que certains parents utilisent, que de faire des choses abstraites qu'on ne sait pas quand on dessine de l'art. J'ai connu même des étudiants comme ça que les parents ont forcé à aller faire des cours de médecine, d'autres à aller faire l'électricité, alors que ces enfants voulaient coûte que coûte faire de l'art, et même quand vous les voyez dessiner ou même faire des choses qui sont de leur talent artistique, des fois vous choquent. Mais malheureusement, ils sont dans une situation où parfois on est obligé de les conseiller. Respectez vos parents, c'est bon, mais au même moment, vous allez faire ce qu'ils vous disent de faire, mais tout en gardant à l'esprit que pendant vos vacances, vous pouvez vous occuper de ce qui vous concerne, ce qui est de l'art. J'en ai connu même des cas extrêmes où des parents sont allés jusqu'à mettre leurs enfants dans des centres psychiatriques parce que l'enfant voulait coûte que coûte faire de l'art, et on trouvait que l'art, c'est vraiment pour les drogués, c'est vraiment pour les gens, comme vous dites, qui n'ont pas pu se réaliser dans la vie, et qui sont ces artistes-là, ou c'est des gens qui sont parfois des gens qui sont anti-valeurs, selon ce que certains aussi, et c'est pourquoi je parlais justement de cette perception de l'art avant même d'en arriver à son financement. Et c'est dommage que même dans l'administration publique, on est encore à ce niveau. Et je pense qu'il faut un travail de plaidoyer et beaucoup plus de sensibilisation pour que quand même, si la perception n'est pas bonne, je pense que le financement n'aurait pas facilement de valeur. Et donc, c'est sur ces mots-là que j'aimerais aussi entendre l'expérience de notre aîné sur la question par rapport à lui qui voyage aussi dans le monde et qui voit un peu comment l'art est perçu chez nous comme ailleurs. Et j'aimerais que le frère Maric maintenant nous partage son opinion par rapport à cette préoccupation, comment est-ce que l'art est perçu, et en même temps d'ajouter qu'est-ce qu'il pense qu'il puisse être fait pour que l'art soit quand même ne soit plus considérée telle qu'elle est considérée aujourd'hui, et qui fait qu'elle est toujours reléguée au second rang. Frère Maric, vous avez la parole. Ben, encore une fois de plus, merci. Moi, je pense que nous avons les mêmes problèmes hein, dans les pays, pas une priorité. À chaque fois que vous venez, quand nous participons au défi de conférence budgétaire, vous parlez de la culture, tout de suite, les cadres du ministère du Budget rétorquent. Il y a d'autres priorités. Il y a l'éducation, il y a l'agriculture. Alors que sans oublier que l'éducation déjà est culturelle. C'est une base solide de la culture. Donc, moi, je voudrais revenir sur un aspect que nous avons connu chez nous, l'époque du président. Vous savez, lorsque nous avons été nous avons été complètement coupés de l'Occident, je peux dire. Et donc, pour financer les tenues de l'armée, c'est les sous que les balais africains ont acheté pour payer et aussi des tenues pour l'armée guinéenne. Aujourd'hui, les gens ils ont oublié que la culture a été là pour l'État, notre État. Et pour moi, pour remédier à cela, il faudrait tout d'abord que nos autorités leur respect pour faire de la culture priorité. Les pays qui ont compris, je veux parler des États-Unis, je veux parler d'Afrique, et aujourd'hui le Nigeria et tant d'autres, on voit aujourd'hui ce que la culture apporte. Il faut assez de choses que lorsque nous investissons dans le secteur de la culture, il n'y a pas de raison. Mais pourquoi aujourd'hui c'est financiers, si je peux le dire ainsi, ne nous regardent pas assez? C'est parce que nous manquons de statistiques. Au niveau du secteur de la culture, on ne demande pas assez ce que la culture fait. Donc, et eux, ils ont besoin de savoir mettre de l'argent dedans. Mais il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'études sur nos différentes activités que nous réalisons.
Au-delà de ça, la culture dans les pays africains ne participe pas, si je peux le dire ainsi, au paiement de tout ce qui est impôts et taxes, tout et tout. On considère que c'est une activité informelle et que nous ne demandons pas assez, que nous participons également au développement de notre pays, de nos différents. Donc, pour moi, il est important qu'on essaie de faire, qu'on pose un regard sur cet aspect, qu'on essaie de mettre en avant tout ce que la culture fait pour que les autorités puissent davantage mettre des points du secteur. Merci infiniment, cher Malik. C'est vrai que nous ne pouvons pas situer par rapport aux petites interruptions que nous avons en vous écoutant. C'est peut-être lié à peut-être une question de bande. Je ne peux pas peut-être dire exactement, mais je crois que quand je me suis consulté tout à l'heure avec les frères, il y a de temps en temps des interruptions où on entend à peine, et vous dites des choses qui nous sont vraiment très, très intéressantes pour cette discussion. Mais malheureusement, la plupart n'arrivent pas quand même à vous écouter entièrement. Il y a eu tellement de coupures dans cette discussion-là. Alors, nous avons quand même quelques questions qui nous viennent des internautes. C'est d'eux qui les questionnent parce que ce que nous faisons, c'est en ligne. Donc, nous aimerions aussi voir comment est-ce qu'on peut d'ici là prendre ces questions en considération pour que on essaie aussi de les écouter et d'avoir leur avis sur certaines questions. Et par rapport aux panélistes, vous pourriez chacun donner aussi vos avis sur les questions qui sont posées par nos internautes. Donc, je vais d'abord, en attendant qu'on ne prenne ces questions de nos internautes, le frère Alphonse, est-ce que vous pouvez déjà nous dire en quelque sorte aussi qu'en termes de financement aujourd'hui, puisque c'est de cela il est question, dans le contexte du Burkina Faso, si on met le financement de côté et qu'on parle de l'art en termes de l'envie des populations à aller vers l'art aujourd'hui, qu'est-ce qui doit se faire, qu'est-ce qui doit être fait pour que, déjà si la personne est déterminée à le faire, parfois ça surpasse même la question de financement. Parce qu'on a connu des secteurs où le gouvernement a même dû mettre suffisamment d'argent, mais malheureusement, ces secteurs n'ont pas prospéré parce qu'il n'y a pas la passion, il n'y a pas cette motivation à la base, malheureusement. Et donc, c'est pourquoi j'avais retourné la question en arrière pour voir un peu l'état des lieux sur la perception de l'art. Et maintenant, j'aimerais vous retourner la question par rapport aux perspectives, selon vous. C'est vrai, l'argent, c'est le nerf de guerre, comme on le dit, mais parfois, c'est d'abord la motivation, c'est d'abord cet engouement à la chose. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à cette préoccupation que je pense beaucoup d'internautes partagent le temps qu'on ne les prenne en direct? Merci, Damien. Je vais commencer par dire que, bon, dans la perception, on avait un peu effleuré la question, mais il faut se dire ici que nous avons peut-être commis l'erreur de ne pas avoir une éducation à l'art et à la culture dans notre système éducatif. Et nous sommes des hommes et nous sommes modélés par ce que nous avons appris à notre enfance. Donc, dans notre système éducatif, je crois qu'il faut une éducation à l'art qui va même jusqu'à apprendre à nos enfants. Je peux dire, en ce qui me concerne, que ce sont mes enfants qui sont maintenant au bas âge à l'école, qu'ils doivent connaître ce que c'est que l'art, ça c'est un, et qu'ils doivent apprendre à consommer l'art. Aujourd'hui, moi, quand j'étais petit, je me rappelle que de temps en temps, on a eu quelques troupes de théâtre qui sont venus faire des prestations dans les écoles. Et d'ailleurs, ça m'avait donné le goût au théâtre quand je suis arrivé au secondaire. Et je pense que, premièrement, il faut que dans nos politiques, on puisse aujourd'hui intégrer cette éducation à la culture et à l'art à nos enfants. D'ailleurs, c'est ce que
c'est quand même curieux que dans les discours, tout le monde parle de nous ressourcer, de faire recours à nos valeurs, de faire recours à la culture, mais que personne ne prend véritablement l'engagement d'intégrer cela aujourd'hui comme une condition pour façonner l'homme de demain. Et le deuxième aspect est qu'il faut changer le récit. Je le disais tantôt, lorsque vous voulez vous faire comprendre, il faut parler à la personne dans le langage qu'il comprend. Aujourd'hui, je crois que cette perception-là n'est pas bien ancrée. La valeur positive de la culture n'est pas bien considérée parce qu'il n'y a pas un récit positif. Personne aujourd'hui, dans les discours, ne dit quelle a été la contribution de la culture à la résolution d'un certain nombre de fléaux sociaux, quelle a été la contribution de la culture à l'apport de la paix, etc. Aujourd'hui, on ne peut pas vous le dire. Donc, il faut que le récit soit un récit positif, un récit qui présente les fruits de la culture, non pas seulement sa valeur sociale, mais sa capacité à être un facteur qui permet de façonner l'homme. Le petit exemple que j'aime donner, c'est qu'en 98, quand j'ai été affecté à mon premier poste comme agent, je suis arrivé dans la ville en question, comme on le dit, lorsque vous quittez la capitale et vous vous retrouvez dans certaines villes, ben, ce n'est pas du tout aisé. Moins un, comme on le dit, j'allais déprimer parce que là, je ne me retrouvais pas du tout. J'étais pressé de quitter la ville en question. Mais il s'est trouvé qu'il y avait un artiste qui venait de sortir un album que j'avais emporté avec moi dans mes bagages avec un poste magnétophone, comme on le dit. Et puis, bon, écoutez, chaque matin que j'écoutais les chansons de cet artiste, ça m'a permis de me ragaillardir, ça m'a permis de tenir. Et si aujourd'hui, je suis un cadre supérieur de l'administration, je le dois à cet artiste. Et il ne le sait pas, mais banalement, il a contribué à me forger, à pouvoir rester dans ce milieu et à pouvoir me battre. Et bon, voilà, si j'ai pris des... Alors, ça, c'est un récit positif, par exemple, qui n'est pas intégré dans ce que la culture nous apprend. Imaginez une journée sans musique dans toutes les radios, les télévisions et consorts. Vous voyez un peu comment est-ce que la vie va être morose. Donc, il faut que les acteurs culturels, il faut que les politiques culturelles apprennent à construire des récits attrayants et des récits positifs. Et troisième niveau, c'est les acteurs culturels aussi. Il faut qu'ils apprennent à bien se présenter aussi. Ils ont un rôle à jouer. Presque chaque fois qu'on tend un micro à un artiste, la première des choses est que, bon, vraiment, il faut que le gouvernement voit parce que ça ne va pas du tout. Il faut nous aider. Non, mais si ça ne va pas, qui va venir là-bas? Là où ça ne va pas, moi, je ne pars pas. Si je veux mettre de l'argent quelque part, tu me dis que chez toi, ça ne va pas. Je vais aller à l'agriculture, je vais aller à l'élevage. Donc, voilà, c'est sur ces trois aspects-là que je souhaitais vraiment que nous puissions mettre un peu l'accent pour refaçonner la perception de la culture vis-à-vis de la population. Ok, merci. J'aimerais revenir à notre frère Malik aussi par rapport aux questions de nos internautes. Il y a M. Uriel qui nous demande quelles est, selon vous, les aptitudes et les cases à remplir que les jeunes entrepreneurs culturels à projet devraient connaître pour obtenir ou faire des financements. Je pense que la première des choses que les jeunes entrepreneurs devraient faire, c'est d'accepter de se structurer. Beaucoup sont encore dans ce qu'on appelle l'informel. Ils n'ont même pas, leur structure, leurs entreprises ne sont même pas enregistrées. C'est le cas chez nous. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans l'informel. Moi, tout récemment, j'ai lancé un appel à projet. J'ai eu 100 projets. Sur 100 projets, on a pu obtenir 6 projets. Parce que parmi ces 100 projets, il y avait certains projets qui n'étaient pas enregistrés, des associations qui n'avaient pas d'adresse, des structures qui n'avaient pas de compte bancaire, où c'est le compte bancaire, le nom de la personne, au lieu que ça porte
le nom de la... donc, il y avait assez de dysfonctionnements qui faisaient qu'on ne pouvait pas les accompagner. Lorsque une structure locale, je dirais, n'a pas pu vous accompagner, est-ce que c'est l'OIF ou l'AFA ou, je ne sais pas, Culture France ou le PNUD qui pourra vous accompagner? Donc, c'est important qu'on mette un accent de nos jeunes. Ça, c'est le premier. Le deuxième aspect, il faut qu'ils acceptent de se former. La formation, elle est importante. Souvent, les gens, chacun veut monter son projet, alors que personne n'est pas forcément spécialiste en montage de projet. Lorsque vous avez une idée, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas monter le projet et que ce projet soit bancable, accepté par les bailleurs, vous devez aller chercher une structure qui a des compétences et qui pourra mettre vos idées sur papier et faire en sorte que votre projet puisse. Donc, cet aspect aussi est important. Le troisième aspect, il faudrait que les jeunes comprennent qu'aujourd'hui, ils ne doivent plus l'approche parce qu'ils pensent souvent que lorsqu'il y a un début de film et que l'argent arrive, au lieu de mettre dans la réalisation de leur projet, ça va dans d'autres aspects qui ne sont pas forcément concernés par des fois, ils s'achètent une nouvelle voiture, ils portent les plus jolies tenues. Donc, ça, peuvent aussi jouer sur la chance de se faire financer. Parce que lorsque vous avez eu de l'argent et que vous n'arrivez pas à démontrer l'utilisation de l'argent qui a été mis à votre, je pense que c'est pour jouer votre niveau. Et enfin, il faudrait que les jeunes soient en eux-mêmes. C'est important. Beaucoup portent des projets, mais ils ne croient pas souvent à ce projet. Lorsqu'ils démarrent et qu'ils arrivent à un certain niveau, ils ne persévèrent pas, ils arrêtent tout de suite, ils passent à autre chose. Vous avez dû le constater. Souvent, les gens, les premiers qui viennent dans le secteur de la culture, dès qu'ils démarrent, ils commencent, et qu'il y a une autre activité qui arrive, qui rapporte beaucoup plus d'argent que le secteur de la culture, ils vont faire cette activité. Beaucoup de nos amis aujourd'hui sont dans d'autres secteurs qui n'ont absolument rien à voir avec. Je pense que si ces différents points sont pris en compte, pas de raison que les jeunes puissent non seulement mais que leur structure puisse perdurer dans. Ami, je crois que nous tous, nous sommes presque à l'unanimité d'accord avec le frère Malik par rapport à cette question d'informel et du formel, ce qui m'amène à poser cette question plutôt au frère Alphonse, parce que l'art, c'est apprendre à voir. C'est une façon aussi de percevoir, de communiquer tout ce que nous voyons là. Donc, tout, même autant de l'industrialisation, l'agriculture, tout ça, là, a toujours joué son rôle. Mais parce que, malheureusement, elle a été reléguée au second plan et qu'on ne voit pas que c'est le véhicule à travers lequel toute réalisation, toute innovation, toute créativité dans le monde se projette. Ça fait que, là, l'éternelle question que j'aimerais vous poser, mon frère Alphonse, c'est par rapport au fait que, des fois, ces organisations qui ont de bonnes intentions et qui voudraient financer l'art, en même temps que les gouvernements, parfois se renferment dans cette contexte de légalité ou de formel. Et entre-temps, il y a beaucoup de génies qui sont en train de disperser. Au lieu d'aller vers ces génies, essayer de les soutenir à partir même peut-être de cette informelle pour les amener quand même à se concrétiser. Parfois, on s'attend à ce que ces gens-là puissent aller s'organiser pour être formels alors qu'ils ont un génie en eux. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment, comme beaucoup de dirigeants nous écoutent pendant qu'on est en train de faire cette émission, que ces organisations publiques, que ce soit même les organisations internationales et autres, l'ONU et autres, qui interviennent dans ces genres de choses, puissent aussi se rapprocher des gens à la base, au lieu que ça soit seulement d'attendre qu'ils soient formels avant qu'ils ne les soutiennent. J'aimerais vous lancer cette question
comme défi par rapport à cette préoccupation, tout en étant d'accord avec le frère Malik par rapport à son opinion? Ben, tout à fait, mais moi, je vois deux aspects dans la chose. Pour moi, aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas encore arrivés à dynamiser la chaîne des valeurs dans le domaine de la culture. Si le talent ou le génie dont vous parlez, c'est parce qu'il n'y a pas des métiers intermédiaires qui sont créés. Il doit y avoir aujourd'hui des détecteurs de talent. Ça veut dire que lorsque tu détectes le talent, tu vois comment le coacher, l'amener à produire et puis le mettre dans le circuit de la commercialisation. Et si on arrive aujourd'hui à nous organiser, c'est pourquoi d'ailleurs, nous qui sommes des acteurs de la gouvernance, on ne va pas aussi quand même donner des financements à des gens qui ne sont pas structurés. Et c'est difficile. Mais dans leur structuration, nous ne disons pas au créateur d'être le producteur, le diffuseur et celui qui est au marché. Nous avons toujours dit, quel que soit votre don d'ubiquité, vous ne pouvez pas être au champ en train de cultiver et être en même temps au marché en train de vendre vos produits. C'est pareil pour la culture. Il y en a qui ont des talents, qui les valorisent, et là, c'est les créateurs. Il faut aujourd'hui donc leur permettre d'avoir des milieux, des terreaux favorables de création. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en place. Donc, maintenant, il y a des producteurs qui prennent ces créateurs-là et qui les aident à transformer leurs produits en quelque chose de consommable. Et ensuite, il y a les distributeurs et, comme je le dis, à l'intermédiaire, il faut mettre des intermédiaires, par exemple, les montages de projets. On ne demande pas à un artiste musicien de monter un projet, ce n'est pas son rôle. Il faut qu'il y ait aujourd'hui, dans toute cette chaîne-là, la dynamique culturelle. Et en diversifiant, bien entendu, les rôles, comme j'aime le dire. Et donc, je veux vous dire qu'aujourd'hui, il va falloir quand même que nous soyons d'accord que le financement doit aller quand même dans des structures qui sont à même de rendre compte. Lorsque nous avons, quand j'étais au Fonds de développement culturel et touristique, nous avons vu des gens qui montent de très beaux projets, mais on ne peut pas donner 50 millions à quelqu'un qui n'a pas un comptable, qui ne tient pas une comptabilité. Lorsque vous allez dans la mise en œuvre et dans la redevabilité, vous ne voyez pas comment est-ce qu'il est organisé pour pouvoir rendre compte. Vous allez voir, et là je viens dans le montage de projet, quelqu'un qui a un chiffre d'affaires, lorsque vous le questionnez sur son chiffre d'affaires, il vous dit que c'est 3-4 millions et il vient se présenter un jour et il veut que vous lui donnez 40-50 millions. Ça ne va pas coller. Et il doit commencer voilà, avec 5 millions, 10 millions. Donc, il faut qu'aujourd'hui, on accepte aussi que c'est un milieu qui doit être organisé et que l'organisation est valable pour tout le monde. Et un clin d'œil aux entrepreneurs culturels, c'est là qu'il y a le problème. Je me rappelle qu'une fois, il y a des entrepreneurs culturels qui sont venus me voir et qui se plaignaient pourquoi nous, dans le cadre d'un projet, on donnait la subvention aux associations au lieu de donner aux entreprises. Bon, c'est choquant. C'est l'entreprise même qui doit créer la richesse et même financer les associations. Lorsque des entreprises sont amenées à concurrencer les associations dans les subventions, donc nous sommes un peu à côté. Et donc vous pouvez aller, Malik le disait tout à l'heure, aujourd'hui vous allez au Nigeria avec Nollywood. Aujourd'hui, ils sont à une autre dimension. On n'est pas dans des petits calculs. Même les gens qui organisent les parkings, la restauration et puis tout, chacun a son compte. Donc, le financement va de soi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la structuration, on ne peut pas se passer de l'organisation, on ne peut pas se passer de la dynamisation de la chaîne de valeur. Ah, merci infiniment. Je crois que j'allais être l'avocat du diable parce que je me disais que la question fondamentale à ce niveau que j'aimerais surtout avoir votre avis, c'est que cette structuration de notre société devait quand même aussi être l'une des préoccupations de nos dirigeants au plus haut niveau parce que des fois, ça devient malheureusement un frein et quelqu'un peut être peut-être laissé pour compte juste parce qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut, ils n'ont pas l'orientation qu'il faut. Et malheureusement, dans nos sociétés, vous voyez des structures qui se positionnent et qui ne font que le formel.
mais dans le fond, ils n'ont pas de substance, ils n'ont pas d'œuvre qui pourrait quand même capter et autres, mais malheureusement, puisque il faut se baser seulement sur ce qui est formel, on ne peut que soutenir ces organisations-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'interpellais par rapport à nos dirigeants qui sont en train de nous suivre, de voir aussi comment se rapprocher beaucoup plus de ces gens en termes de progressif et constructif, de dire, bon, voilà, si vous voulez avoir de l'argent pour telle chose, voici ce qu'il vous faut, voici comment on peut vous accompagner, au lieu d'attendre que ces gens se formalisent, alors que parfois ils ont leur talent, mais bon, ils n'ont pas ce côté de savoir comment, le savoir-faire les manque, et donc c'est aussi notre rôle en tant que public, en tant que gouvernement et organisation qui pourront quand même jouer ce rôle. Et je reviens brièvement sur la question de Christian Guéhi qui nous demande la question de la distribution des fonds alloués aux artistes est un véritable problème. Les fonds qui sont recueillis font-ils d'inventaire? Si oui, par qui? La question de copie privée a été un moment de louange. Aujourd'hui, combien de créations de fonds issus soutenus? Le professionnalisme du secteur de financement des créations doit être repensé. Alors, pour donner aussi la parole à Denise Nebi qui dit, pour répondre à la question du panel qui est comment optimiser le financement public de l'art et de la culture, plusieurs pistes sont évoquées dans vos propos. Révision du discours sur l'art, de la culture, l'intégration de l'art et de la culture dans l'éducation formelle et de la formation professionnelle, amélioration des conditions de financement, valorisation de l'artiste et perception de son activité. Je pense aussi qu'il faut mettre l'accent sur la consommation consciente de la culture comme un acte identitaire et patriotique, au même titre que certains pays ont bâti une identité des valeurs nationales à travers et par le biais de la création et du patrimoine. Donc, c'est la preuve qu'il y a des gens qui nous suivent et qui nous marquent au point. Et j'aimerais aussi avoir le frère Malik de retour sur les diverses questions posées par M. Christian Guéhi. Je vais essayer de rendre la question visible pour que vous puissiez voir aussi. La question est plus longue que celle que j'ai présentée, mais essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez lui donner en résumé comme approche par rapport à ces préoccupations. Yeah, it's not working. Le son. Malik? Mon micro était coupé. Okay. Donc, je disais que chez nous, c'est une priorité d'accompagner les structures qui se trouvent à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce qu'on suppose que aujourd'hui, tout est concentré dans la capitale et les structures de l'intérieur du pays sont moins en moins accompagnées. D'ailleurs, les 20% du budget est alloué aux structures déconcentrées. Donc, je pense qu'à ce niveau, on essaye de le prendre en compte. Mais au-delà de ça, on essaye de faire en sorte que lorsqu'il y a d'autres activités qui se font aussi, que ces structures puissent vraiment puissent participer à ces différentes formations et tout, pour permettre ces structures d'être vraiment bien. D'accord. Merci pour votre contribution. J'aimerais aussi ramener cette question au frère Alphonse. Il y a notre frère qui revient, Uriel, qui dit les centres culturels régionaux sont généralement financés. Ces financements sont-ils également destinés à accompagner les projets d'entrepreneurs culturels qui ne figurent pas dans leurs axes de programmation? Si oui, quelles sont les démarches à suivre pour bénéficier de ces fonds? Ben, il faut se dire que chaque fonds a ses spécificités et a ses critères. Et donc, il va falloir souvent regarder les lignes directrices de ces fonds
Lorsque vous ne rentrez pas dans les critères, ben, vous ne rentrez pas. Maintenant, vous pouvez ne pas rentrer dans les critères, mais faire des plaidoyers pour y figurer. Lorsqu'on dit que c'est un fonds régional, ben, il est évident que généralement, ça finance à la dimension régionale. Au Burkina Faso, nous avons fait une expérience qui est que dans les appels à projets, on met quand même quelques critères favorables à la production au niveau déconcentré. Parce que nous avons fait la même constat, et c'est partout en Afrique que généralement, c'est la capitale qui a le maximum de financement. Ça se justifie aisément parce que, quoi qu'on dise, c'est dans la capitale que nous sommes le plus nombreux et que les substances grises sont dans la capitale, toutes les compétences y sont presque. Il est évident qu'en matière de compétition, les acteurs de la capitale soient un peu plus en avance. Mais nous avons des financements au niveau national, mais aussi on a commencé à désagréger pour que au niveau régional, il y ait des fonds spécifiques. Donc, vous pouvez ne pas être compétitif au niveau national et au niveau régional. Avec les critères énumérés, ben, on vous rend plus accessible au financement. Et l'autre aspect, je crois que c'est ça la principale question. Oui. Oh, il y a autre chose. Si vous me permettez, je voudrais revenir à la question qui m'avait été posée tout à l'heure. Je crois que je ne l'avais pas bien saisie. C'est clair. Oui, je crois, parce que la question parle plutôt des fonds alloués aux artistes, parce que je ne l'avais pas lu, hein, des fonds alloués aux artistes et le véritable problème des fonds qui sont recueillis, font-ils d'inventaire? Si oui, par qui? La question de la copie privée a été à un moment de louange. Aujourd'hui, combien de créations se font à l'issue soutenues? Le professionnalisme du secteur du financement des créations doit être repensé. L'autre véritable problème reste la mobilité. Alors, moi, je pense qu'au niveau de la Guinée, par exemple, nous avons mis un accès sur la mobilité pour permettre non seulement aux artistes de circuler, mais également de faire circuler les œuvres artistiques et les œuvres d'art. Pour votre information, depuis hier, nous avons lancé du côté de la Belgique la deuxième édition des 72 heures du temps. Et donc, chaque année, nous essayons de soutenir ces artisans, ces hommes de culture à se rendre dans un pays où ils viennent exposer leurs différents produits pour pouvoir permettre ces produits d'être écoulés et faire de notre culture, mettre en avant notre culture. Mais au-delà de ça, en ce qui concerne les arts de la scène, la dernière édition du Massa, c'est près de 80 personnes que nous avons fait venir du côté, nous avons fait venir à Abidjan pour participer, à la fois des artistes, des hommes de culture, mais également des journalistes qui sont venus faire de très belles prestations et qui a permis à certains artistes même de pouvoir bénéficier des tournées, qui ont eu des contrats pour pouvoir, bien entendu, tourner un peu partout en Afrique, mais également en Europe et sur le continent américain, précisément au Canada. Donc, la mobilité, je pense que doit être prise en compte aujourd'hui pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir circuler et faire circuler leurs œuvres. Merci infiniment. Par rapport à une préoccupation liée à la question de les zones rurales aujourd'hui qui continue d'être un frein au développement de beaucoup de nos cités où certains pensent qu'il faut quitter les villages pour aller s'installer en ville pour avoir quelques brèches d'ouverture ou d'opportunités et après
D'autres, quand ils viennent en ville, ils commencent par réfléchir comment traverser la Méditerranée pour se retrouver en Europe parce qu'on se dit que là-bas, il y a plus d'opportunités ou en Occident, entre griffes. Et la chaîne continue. Cette chaîne de valeur qui fait aujourd'hui que, quoi qu'on dise, c'est vrai que le fait que les opportunités semblent se concentrer sur ces monopoles de villes ou de cités urbanisées et en fonction du degré, quelqu'un par exemple qui fait de l'art, peut-être ici à Kigali par rapport à quelqu'un qui le fait à Johannesburg ou quelqu'un qui le fait à Lagos, ils n'ont pas forcément les mêmes champs d'exposition. Et je pense que cette question devient aussi l'une des préoccupations aujourd'hui de notre temps quand nous allons aborder la gestion de notre innovation sociale. Comment vous pensez qu'on puisse faire pour que cette question ne soit plus un frein et que même où que les talents soient, ça ne soit plus leur positionnement géographique qui soit la limite par rapport à l'éclosion ou au fait que ces talents trouvent non seulement de financement, mais aussi qu'elles puissent s'exécuter et se faire exposer par rapport au monde entier. J'aimerais revenir sur, pour cette question. Je vous le pose, vous deux, celui qui pense quand même dit quelque chose, on va le faire comme ça parce qu'on a quelques peu de minutes pour que je vous demande les mots de fin pour qu'on essaie de clôturer. Bon, moi, je voudrais, au niveau de la Guinée, par exemple, nous avons eu à collaborer avec Enabel qui s'est rendu compte que ce qui partait généralement, enfin, les jeunes qu'on ramenait de cette tentative de passer par la mer venait pratiquement de la même zone, c'est-à-dire de la Moyenne Guinée, de Kindia, ainsi de suite, de la Basse Guinée. Et donc, un projet a été monté dans ce sens pour voir que ces jeunes-là, là où ils sont, pour pouvoir créer leur propre activité culturelle. Et donc, ces jeunes, ils ont été regroupés, ils ont été financés dans un projet. Et ce projet est arrivé à terme et tous ces créateurs aujourd'hui sont devenus Nous travaillons directement avec eux, c'est-à-dire à chaque fois que nous avons besoin d'un produit artisanal, nous passons par ces jeunes-là qui les fabriquent pour pouvoir les permettre non seulement de gagner de l'argent, mais ils gagnent de l'argent avec d'autres. Beaucoup d'entre eux même sont arrivés à venir en Europe sans pour autant passer par la mer. Donc, je pense qu'il faut créer des actions. Il faut créer des activités, il faut mettre des moyens à la disposition de ces jeunes, il faut les structurer pour qu'ils puissent vraiment avoir, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire une activité qui pourra les permettre de pouvoir faire des revenus. Donc, c'est cela qu'il faudrait faire et expliquer à ces jeunes que ce n'est pas en allant en Europe qu'on va devenir riche, que tout peut te réussir dans ton pays lorsque tu te structures, lorsque tu t'organises, lorsque tu mets les atouts de ton côté et que lorsque tu bénéficies aussi d'un minimum de soutien financier pour pouvoir vraiment faire tes actes. Ok. Nous avons eu notre fraisier qui a eu quelques difficultés techniques, mais j'ai comme impression qu'il doit être avec nous. Est-ce que le fraisier... Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes... j'ai dû présenter les excuses par rapport à cette interruption qui n'est pas dépendamment de votre volonté. Donc, pour clôturer, si votre Internet marche mieux, j'aimerais vous retourner le panel pour la clôture. Oui, je voudrais encore une fois m'excuser auprès de tous ceux qui nous ont suivis, qui ont vu moi, j'ai un Wi-Fi box qui marche très bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai suivi une bonne partie de ce que vous avez dit, je n'ai pas pu intervenir directement. Et merci à tout le monde et surtout merci à nos cultures pour cette initiative qui nous permet d'échanger entre professionnels et de donner des indications à ceux qui sont nos interlocuteurs, en fait, au niveau du fonds et au niveau de tous les financements. Pour moi, je n'ai pas pu suivre tout le début, mais une des questions fondamentales, c'est la formation de ceux qui doivent accéder à ces fonds.
très souvent, ils ne savent même pas comment monter le dossier et c'est vraiment un peu dommage. J'ai dirigé le PSIC en Côte d'Ivoire et on a dû retourner l'argent à l'Union européenne parce que les projets qui nous venaient étaient tellement mal ficelés et ils ne pouvaient pas suivre les procédures. Donc vraiment, je vous remercie à tous. Je pense être disponible en tout cas pour les prochains panels. Merci beaucoup à tous et encore une fois mes excuses. Non, il n'y a pas de problème. L'Internet, c'est un outil que nous essayons d'utiliser à notre faveur. Des fois, ça nous lâche et puis, bon, on apprend, on évolue avec. Et merci quand même pour votre disponibilité, votre attention et tout ce qui a été fait derrière pour qu'on puisse avoir cette séance, nous tous ensemble. Donc, je vais peut-être retourner pour les mots de fin parce qu'on n'a que 2 minutes pour peut-être clôturer ici. Mais votre question demeure et je crois que les interlocuteurs, la plupart d'entre eux, ils sont convaincus de cette question de formalisation qui a été soulevée sur plusieurs plans. Et parfois, on a des talents qui n'arrivent pas à rencontrer, à être à la hauteur de certains financements qui sont retournés. Et je crois que nous avons un problème à la base d'éduquer et que si ça doit être une initiative privée ou para-publique ou même une combinaison des deux pour qu'on puisse quand même amener les nôtres, nos talents, à les éduquer, à les former pour qu'ils puissent être à la hauteur de ces financements qui parfois sont disponibles mais qui ne sont pas utilisés malheureusement alors que nous avons ce manque à gagner dans tout le continent. Donc pour ceci dit, je vous retourne chacun peut-être pour votre mot de fin pendant que nous allons clôturer cette séance et tout en vous remerciant pour cette disponibilité et puis toutes ces idées nobles que vous avez partagées avec nous tous et avec l'audience. Frère Alphonse, vous pouvez... Oui. D'accord, merci. C'est de dire merci à Denise Névier. Ce n'était pas une question, c'est plutôt une contribution très intéressante. Oui. Donc, je crois que c'est à prendre en compte. Tous ceux qui ont suivi peuvent bien voir. Deuxièmement, en ce qui concerne la mobilité, je dirais que tout talent peut s'éclore puis s'exporter. Ce qui est intéressant dans la culture, c'est que ce que je propose généralement, personne d'autre ne peut proposer. C'est de trouver les créneaux favorables et les terreaux favorables. Et là, donc, on interpelle les politiques publiques. Et pour terminer, ça va peut-être faire jaser, mais comme je le dis, l'État doit créer les conditions pour permettre l'éclosion des talents, pour une distribution et puis une diffusion des produits artistiques et culturels. Et pour terminer, ce que je veux dire aujourd'hui, nous avons peut-être des chances et peut-être des mines d'or aujourd'hui. La culture peut s'autofinancer si on s'y prend bien, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information donnent de grosses opportunités de financement à la culture. Je me suis amusé à faire un calcul en disant que le Burkina Faso a près de 27 millions de personnes qui détiennent des puces, des cartes SIM de téléphonie, et que si chacun consommait 10 francs de mégas par jour, ça fait un chiffre d'affaires de l'ordre de 97 milliards que nous pouvons utiliser pour la culture. C'est un potentiel. Et si sur ce potentiel, on arrive à mobiliser 15 à 20 milliards, c'est vraiment déjà quelque chose pour procéder au refinancement de la culture. Et puis, il faut qu'on change de paradigme. Au Burkina, plusieurs études ont montré que c'est le cinéma qui peut être la locomotive de l'économie de la culture. Je pense qu'il faut nuancer ça aujourd'hui. Si la locomotive peut consommer plusieurs milliards avant d'entraîner les autres, pourquoi ne pas commencer par d'autres qui sont plus légers et plus souples et que plus tard, on viendra voir la grosse locomotive. Donc, voilà des choses sur lesquelles ça fera certainement l'objet de débat, de se dire que les acteurs culturels doivent croire en eux-mêmes. C'est bien de compter sur l'État, mais libérons notre génie créateur pour prendre déjà les financements à travers des modèles économiques innovants. Frère Malik. Frère Malik, je crois que Malik a eu un souci. Il est déconnecté. Alors, en attendant qu'il ne se connecte,
je tiens quand même à souligner que les discussions que nous avions eues ici sont des avis que nous essayons de voir, de partager pour pouvoir régler certains problèmes qui se posent dans nos sociétés. Et nous remercions infiniment tous ceux qui ont pu se joindre à nous avec vos interventions, votre intervention et participation de partout dans le monde, comme j'aurais pu remarquer ça sur l'écran. Nous resterons les vôtres et je crois que le débat ne finit pas ici. On pourra continuer sur les réseaux sociaux. Vous allez laisser les questions et nous allons peut-être continuer le débat. Mais malheureusement, on doit pouvoir mettre fin à ceci en écoutant en quelques secondes les mots de fin de notre frère Malik qui... Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Moi, je pense que pour finir, moi, je voudrais dire qu'il est extrêmement important de mettre un accent sur le financement du secteur de la culture. C'est vrai que nous avons tous compris que l'État a d'autres priorités. Vouloir toujours compter sur l'État, on risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est de voir dans des pays où la copie privée n'est pas encore en vigueur, puisse rentrer en vigueur. Dans des pays où il n'y a pas de loi sur le financement du secteur de la culture soit votée. Parce qu'à travers cela, on pourrait aller chercher de l'argent au niveau des entreprises qui font des chiffres d'affaires dans nos différents pays, mais malheureusement, qui ne sont pas obligés aujourd'hui à financer le secteur de la culture parce qu'il n'y a pas de loi dessus pour dire que lorsque vous travaillez, vous faites des revenus et que vous devez reverser une partie de vos bénéfices, en tout cas au secteur de la culture pour son financement. Donc, je pense que si ces mécanismes aujourd'hui sont mis en place, nous pourrions avoir des moyens pour pouvoir davantage financer le secteur de la culture. On peut compter sur le BND, mais ce n'est pas évident parce que nos États ont beaucoup de priorités. Il y a d'abord sécuritaire, aujourd'hui, qui est au centre des préoccupations. Il y a la priorité liée à l'éducation, à la santé, à plusieurs autres secteurs infrastructurels. Et donc, je pense que si nous ne réfléchissons pas sur d'autres moyens de financement du secteur de la culture, il serait très difficile de pouvoir atteindre des objectifs. Voilà ce que moi je voudrais dire comme mot de la fin, tout en remerciant nos cultures pour cette initiative qui permet de pouvoir échanger et également permettre à la nouvelle génération d'être aux aguets par rapport au développement du secteur de la culture. Oui, pour les 15 secondes qui restent, frère Koulibaly. Je crois qu'il doit avoir toujours quelques soucis techniques, sinon votre micro est ouvert. En tout cas, merci à vous tous. Non, mais merci beaucoup. Vu le temps qui nous reste, je vais juste dire merci et on va prendre bonne note et on va continuer le week-end prochain, le samedi prochain, sur certainement un autre débat. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci à la technique et à tous ceux qui nous ont soutenus de loin pour que cet événement ait lieu. Et à bientôt. Bye bye. Ah, vous ne m'avez pas entendu? À bientôt. Oui, on vous a entendu. Bye bye. Ouais, très bien. Bye bye, à la prochaine fois. Merci en tout cas, au revoir. Merci à tout le monde. Merci, c'est un plaisir de... Oui, allez-y, merci. Merci.